J'ai refusé de faire du babysitting. Ma sœur a quand même mis les enfants dans un Uber pour venir chez moi sauf que c'était South Clark, et non North Clark. Le temps que je reçoive l'appel, il était gelé et en hypothermie. Les néons du commissariat du quartier sud de Chicago bourdonnent au-dessus de ma tête comme des guêpes en colère. Il est 2 heures du matin, et je sens un goût de cuivre dans ma bouche, résultat d'avoir mordu l'intérieur de ma joue pendant tout le trajet jusqu'ici. Lorsque le sergent Miller a appelé, sa voix était prudente, mesurée. Mademoiselle Baker, nous avons votre nièce et votre neveu ici. Ils sont en sécurité, mais nous avons besoin que vous veniez. J'avais enfilé les premiers vêtements trouvés et j'avais conduit à travers le blizzard, agrippant mon volant si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Cooper et Piper sont ici. Ils sont en sécurité. C'est tout ce qui compte. Mais Miller ne me conduit pas aux enfants. Sa main sur mon coude est ferme, presque brutale, alors qu'il me guide devant la salle d'attente où j'aperçois brièvement des couvertures de survie argentées. Il me dirige plutôt vers une salle d'interrogatoire. La porte se referme avec un clic qui semble trop définitif. Miller jette un sac de preuves en plastique sur la table en métal entre nous. À l'intérieur se trouve une note froissée, et même à travers le plastique trouble, je peux voir mon nom griffonné avec l'écriture de Sloan. Mademoiselle Baker. La voix de Miller a perdu toute chaleur. Pouvez-vous expliquer pourquoi une riche architecte de Lincoln Park enverrait 2 jeunes enfants dans une zone industrielle gelée, au milieu d'un blizzard? Les mots me frappent comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Je n'ai pas. L'abandon d'enfants est un crime dans l'Illinois. Il se penche en avant, et je peux sentir l'odeur du café dans son haleine. Le trafic d'enfants entraîne des peines encore plus lourdes. Vous voulez commencer à vous expliquer? Mes mains tremblent. Ce n'est pas réel. Cela ne peut pas arriver. Il y a une erreur, dis-je, mais ma voix sort étranglée. J'habite au 2400 North Clark, à Lincoln Park. Les enfants, où ont-ils été trouvés? Les yeux de Miller ne quittent pas mon visage. 2400 South Clark Street, un parc industriel abandonné, pendant une alerte au blizzard, vêtu de vêtements d'été. La différence me frappe comme de l'eau glacée. Nord contre sud. Une lettre. 2 mondes complètement différents. Mon adresse, ce sont des rues bordées d'arbres et des cafés chics. South Clark, à ce numéro, ce sont des entrepôts, des lampadaires cassés et un endroit où un enfant ne devrait jamais être, surtout pas la nuit, surtout pas en janvier. Je n'ai jamais. Je dois m'arrêter, respirer. J'ai dit non à ma sœur. Je lui ai envoyé un email. J'ai des preuves. Miller croise les bras. Les gens envoient des emails pour couvrir leurs traces tout le temps, mademoiselle Baker. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est fréquent. Il y a 12 heures, j'étais à ma table à dessin, courant contre une échéance qui pourrait faire ou défaire ma carrière. L'appel d'offres pour le parc municipal. 3 ans de travail, compressés en une présentation finale du lundi matin. Quand Sloan a appelé, j'étais plongé jusqu'aux sourcils dans les dessins d'élévation. Reine, Dieu merci tu as répondu. Sa voix avait ce bord maniaque que j'ai appris à reconnaître. J'ai besoin que tu gardes Cooper et Piper ce soir. Preston m'a fait la surprise d'un voyage à Aspen et nous partons dans 2 heures. Je ne peux pas. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais cette échéance. C'est important, Reine. La famille est importante. La culpabilité familière essayait de remonter dans ma gorge, mais je l'avais ravalée. Je ne serai pas à la maison ce soir. Ne les amène pas à mon appartement. Je n'ouvrirai pas la porte. J'avais raccroché et immédiatement envoyé un email à 15h30, juste pour être clair. Juste pour l'avoir par écrit. Je ne serai pas à la maison. Ne les amène pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, Miller me regarde comme si j'étais une menteuse. Comme si j'étais le genre de personne qui mettrait des enfants en danger. L'email aurait pu être envoyé après coup, dit-il. Ou vous auriez pu changer d'avis et paniquer quand ils ne se sont pas présentés. Est-ce que je peux les voir? Ma voix se brise. S'il vous plaît. J'ai besoin de voir qu'ils vont bien. Quelque chose change dans l'expression de Miller. Peut-être est-ce le désespoir dans ma voix. Ou peut-être qu'il me donne juste assez de cordes pour me pendre. Il se lève. Suivez-moi. Je repousse ma chaise et le suis dans le couloir jusqu'à une salle d'observation sombre. À travers la vitre sans teint, je les vois.
Cooper est enveloppé dans une de ces couvertures de survie argentées, le genre que portent les marathoniens. Il tremble si fort que je peux le voir d'ici, tout son corps convulsant de froid, de choc ou des deux. Piper est assise à côté de lui, serrant son ours en peluche, et ses yeux sont vides. Vides. Comme si elle était ailleurs. Quelque part où son esprit a dû aller pour survivre à ce qui s'est passé ce soir. Mes genoux flanchent. Je me rattrape à la vitre. Ce brouillard descend. Celui qui est mon compagnon depuis 28 ans. Cette voix qui chuchote, répare ça. Protège Sloan. Prends le blâme. Tu es celle qui est responsable. C'est ton travail. Je pourrais le faire. Je pourrais dire à Miller que c'était un malentendu, que je voulais dire oui, que la confusion d'adresse était une erreur honnête. Je pourrais faire disparaître tout ça pour tout le monde. Tout le monde sauf Cooper et Piper. Le chauffeur Uber, dit Miller derrière moi, a reçu l'information que leur père les attendait. Elle les a déposés sur le trottoir et est partie. Je ferme les yeux. Vous devriez remercier Dieu pour Monsieur Henderson, le gardien de nuit du parc industriel. S'il ne les avait pas entendus frapper contre sa cabine, hurlant à l'aide. Miller fait une pause, laissant le silence remplir ce qu'il ne dit pas. Vous seriez en train d'identifier des corps à la morgue en ce moment, mademoiselle Baker. 2 enfants gelés. Le sang quitte mon visage si vite que je dois agripper le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé. Sloan savait que j'avais dit non. Elle a lu cet email, j'ai vérifié, et l'accusé de lecture indiquait 15h47. Elle l'avait ouvert, avait absorbé chaque mot, et ensuite elle avait fait ça quand même. Une punition pour avoir osé poser une limite. Une punition pour avoir choisi ma carrière plutôt que son confort. Elle les avait envoyés à la mort. Je me tourne pour faire face à Miller. Mes mains tremblent encore, mais ma voix est stable. Je n'ai pas appelé cet Uber. J'ai l'email que j'ai envoyé refusant de faire du babysitting. J'ai la preuve que je lui ai dit non. Je croise son regard et ne détourne pas les yeux. Je ne la couvrirai pas cette fois. Ces mots me donnent l'impression de sauter d'une falaise. 28 ans de conditionnement. D'être la bonne fille. La sœur fiable. Celle qui répare tout dans la famille. Tout cela s'effondre. Miller étudie mon visage pendant un long moment. Puis il fait signe vers le couloir. Retournons à la table, mademoiselle Baker. Nous allons reprendre depuis le début. Le téléphone de Miller est posé sur la table en métal entre nous comme une grenade. Vous avez dit que vous pouviez prouver que vous lui aviez dit non. Montrez-le-moi. Mes doigts tâtonnent avec mon téléphone, affichant le fil de discussion par email. L'horodatage me fixe en retour. 15h30 accusé de lecture, 15h47. Je fais glisser le téléphone vers Miller, regardant ses yeux scanneurs les mots que j'avais tapés il y a 12 heures, à l'époque où je croyais encore qu'une limite claire pourrait suffire. Je dois passer un appel, dis-je. Ma voix sonne creuse. Declan, son mari. Il est à Cleveland pour une conférence. Il peut vérifier que je n'ai jamais accepté cela. Miller m'étudie pendant un autre long moment. Puis il hoche la tête. FaceTime. Je veux voir son visage quand il répondra. Mes mains tremblent alors que je compose le numéro. Le téléphone sonne une fois. 2 fois. Puis le visage de Declan remplit l'écran, avec le bourdonnement silencieux d'une chambre d'hôtel derrière lui. Il se frotte les yeux, l'air épuisé. Reine? Sa voix est rauque de sommeil. Je viens juste d'arriver à Cleveland. Il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Miller se penche dans le cadre. Monsieur Montgomery? Ici le sergent Miller, police de Chicago. J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose pour moi. Votre femme vous a-t-elle dit que sa sœur avait accepté de garder vos enfants ce soir? Le visage de Declan devient blanc. Littéralement blanc. Comme si quelqu'un avait tiré une prise et vidé tout son sang. Garder les enfants? Reine travaille ce soir. Elle a dit à Sloan qu'elle ne pouvait pas. Il s'arrête. Je vois la compréhension s'abattre sur lui comme une vague. Où sont Cooper et Piper? En sécurité, dit Miller. De justesse. Ils ont été déposés dans un parc industriel abandonné du côté sud pendant un blizzard. Nous les avons trouvés au 2400 South Clark Street. South Clark?
La voix de Declan se brise. Ren habite sur North Clark. Comment ont-ils? Une autre pause. Plus longue cette fois. Quand il parle à nouveau, sa voix est de glace. Je dois accéder à mon système de sécurité domestique. La caméra rigne. Donnez-moi 2 minutes. Miller et moi restons assis en silence pendant que Declan travaille. Je peux l'entendre taper, marmonner dans sa barbe, la fureur montant à chaque frappe de touche. Puis mon téléphone vibre. Un fichier vidéo. Miller l'ouvre sur son ordinateur portable du département. L'horodatage indique 17 heures. Notre maison. La porte d'entrée. Sloan entre dans le cadre antitubant. Un verre de vin pend à sa main gauche. La tige est tenue si lâchement que c'est un miracle qu'il ne se brise pas sur le sol. Elle vacille. Elle vacille vraiment, comme un arbre en plein vent. Cooper apparaît, sa voix petite sur l'enregistrement. Maman, où sont nos manteaux? Elle ne répond pas, le pousse juste vers la porte avec sa main libre. Piper vient ensuite, portant une robe d'été. Une robe d'été en janvier. Sloan les pousse tous les deux dehors et la porte claque. Pas une seule fois elle ne regarde son téléphone. Pas une seule fois elle ne vérifie la destination Uber. Elle envoie ses enfants dans un blizzard en vêtements d'été et retourne à l'intérieur pour plus de vin. La mâchoire de Miller se serre. J'aurais besoin que ce fichier soit envoyé à cette adresse email. C'est déjà fait, dit Declan à travers le téléphone. Sa voix ressemble à du gravier. Je prends le prochain vol de retour. Ne la laissez pas approcher mes enfants. L'appel se termine. Miller ferme son ordinateur portable avec un clic qui résonne dans la petite pièce. Vous êtes disculpée, mademoiselle Baker. J'aurais besoin de votre déclaration officielle, mais vous n'êtes pas inculpée. Il se lève. Votre sœur, cependant, sera arrêtée pour mise en danger d'enfant dès que nous la localiserons. Le soulagement devrait sembler plus grand. Au lieu de cela, c'est juste une petite fissure de lumière dans une pièce très sombre. 4 heures plus tard, je suis assise dans la zone d'attente du commissariat quand ils arrivent. Preston et Lenore Baker traversent les portes comme s'ils possédaient le bâtiment, leur bagage de créateur portant encore les étiquettes de l'aéroport. Ils ont dû faire demi-tour en plein vol lorsque Miller les a contactés. Ils passent juste devant la pièce où leurs petits-enfants sont enveloppés dans des couvertures, tremblant encore. Ils passent juste devant eux sans un regard. Preston m'aperçoit et change de trajectoire. Lenore suit, ses talons claquant sur le linoléum comme un compte à rebours. Ren, la voix de Preston est sèche. Nous devons parler. En privé. Je ne quitte pas les enfants. Les enfants vont bien. La main de Lenore atterrit sur mon bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant juste assez pour faire mal. Ce dont nous devons discuter, c'est de la limitation des dégâts. As-tu une idée de ce que cela fera aux actions de la société de Preston si cela finit dans la rubrique des faits divers? Je la fixe. Vos petits-enfants ont failli mourir de froid. Ne sois pas dramatique. Preston sort son carnet de chèques. Juste là, dans le commissariat de police, il sort son carnet de chèques comme si nous étions dans un country club en train de régler un pari de golf. Il écrit avec des traits fluides et exercés, puis fait glisser le chèque sur la table. 50 000 $. Libellé à mon nom, la ligne de mémo est vide. Considère ça comme un cadeau, dit Preston en tapotant le papier. Un cadeau d'anniversaire anticipé, mais les cadeaux sont pour les membres de la famille qui se soutiennent mutuellement, Ren. Pas pour ceux qui causent des scandales. Il baisse la voix. Dis à la police que c'était une mauvaise communication familiale. Que tu as donné la mauvaise adresse à Sloan par accident. Fais ça, et le chèque est à toi. Pas de mal, pas de faute, ajoute-t-il. Pas de mal? Ma voix sort étranglée. Cooper était en hypothermie. Piper ne parle plus. Est-ce? Lenore se penche tout près. L'odeur de son parfum me retourne l'estomac. C'est ce que fait la famille, Ren. Nous nous protégeons les uns les autres. Tu leur dis que c'était une erreur, et tout ça disparaît. Pense à Sloan. Pense à sa réputation. Quelque chose se brise en moi. Pas en éclats, mais se déconnecte tranquillement, comme une corde qui s'effilochait depuis des années et qui cède enfin. Je sors mon téléphone et ouvre l'application d'enregistrement vocal. Puis je le glisse à nouveau dans ma poche, toujours en train d'enregistrer.
Donc vous voulez que je mente à la police? Dis-je clairement. Leur dire que j'ai donné la mauvaise adresse à Sloan, en échange de 50 000 $? Le visage de Preston rougit. Ne rends pas ça sordide. Nous proposons de rembourser tes prêts étudiants. Un cadeau en échange d'un parjure. Pense à la famille, siffle le Nord. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi. Je prends le chèque. Pendant un instant, je le regarde juste. 50 000 $. Ma dette étudiante, effacée. La pression, disparue. Tout ce que j'ai à faire, c'est mentir. Tout ce que j'ai à faire, c'est les laisser gagner une fois de plus. Je le déchire en deux. Le son est étonnamment fort dans la zone d'attente silencieuse. Le visage de Preston passe du rouge au violet. Je ne la couvrirai plus, dis-je. Pas pour vous. Pas pour personne. Tu vas le regretter. La voix de Preston devient basse, dangereuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Je sais exactement ce que j'ai fait. Les portes du commissariat s'ouvrent à nouveau. Deux clans entrent, ignorant complètement Preston et le Nord. Il a l'air en lambeaux, comme s'il avait couru tout le chemin depuis OR, mais il va directement vers la pièce où se trouvent les enfants, tombe à genoux et les attire tous les deux dans ses bras. Le premier parent a leur donné la priorité de toute la nuit. Derrière lui, une femme avec une valise gris anthracite entre. Elena Russo. L'avocate en droit de la famille que j'ai appelée il y a 2 heures alors que j'étais assise dans cette salle d'attente, regardant la vraie nature de mes parents se révéler. Les yeux d'Elena rencontrent les miens. Elle hoche la tête une fois. La guerre a commencé. Mais cette fois, je ne me bats pas seul. Le lendemain matin, je fixe mon téléphone lorsque la première notification apparaît. Un tag Facebook, puis un autre, puis 5 autres en succession rapide. Mon estomac se noue avant même que je ne les ouvre. Le visage de Sloan remplit mon écran, le maquillage coulant artistiquement sur ses joues. La photo est éclairée par des professionnels, comme si elle avait attendu l'heure dorée pour poster sa misère. La légende fait trembler mes mains. Quand votre propre sœur se retourne contre vous pendant le moment le plus sombre de votre vie. Je lui ai confié mes bébés. Je ne comprends pas ce qui a mal tourné, priant pour la compréhension et le pardon. Les commentaires s'empilent déjà. Des dizaines. Des centaines. Oh mon Dieu, Sloan, je suis tellement désolé. La famille devrait se serrer les coudes. C'est horrible. Quel genre de sœur fait ça? Mon téléphone sonne. Tante Carole. Je le mets sous silence. Il sonne à nouveau. Oncle Jim. Puis cousine Beth. Puis des numéros que je ne reconnais même pas. Je suis assise sur le sol de mon appartement dans mes vêtements d'hier, regardant toute ma famille élargie se retourner contre moi en temps réel, quand mon téléphone professionnel vibre. Marcus veut me voir. Maintenant. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de l'associé principal ressemble à un trajet vers mon exécution. J'ai travaillé dans ce cabinet pendant 6 ans, gravissant les échelons de stagiaire à associé. L'appel d'offres pour le parc municipal devait être ma percée, la preuve que je pouvais gérer des projets majeurs. Maintenant, je suis sur le point de tout perdre parce que ma sœur est un monstre et que mes parents ont de l'argent. L'assistante de Marcus ne croise pas mon regard alors qu'elle me fait signe d'entrer. Il se tient à sa fenêtre donnant sur la rivière Chicago, les mains croisées derrière le dos. Sur son bureau, je peux voir la lueur de l'écran de son ordinateur portable. Assieds-toi, Oren. Je m'assois. Ma gorge est si serrée que je peux à peine avaler. Marcus se retourne, et je me prépare au mot « Nous devons te laisser partir ». La réputation du cabinet. Je suis sûr que tu comprends. Au lieu de cela, il fait pivoter son ordinateur portable pour me faire face. L'email vient de Preston Baker. Objet, affaire urgente concernant la conduite d'une employée. Je le survole. Chaque mot est une nouvelle blessure au couteau. Mise en danger d'enfant. Enquête policière. Inapte à représenter le cabinet. Le contrat auquel il fait référence, 2,3 millions de dollars pour un développement mixte à Evanston, est là comme une menace. Gardez Oren Baker employé, perdez le contrat. Monsieur Baker a envoyé ceci à moi et aux 3 autres associés principaux à 6h42 ce matin, dit Marcus. Je ne peux plus respirer. C'est fini. 6 ans. Disparu. Je n'aime pas les brutes, Oren.
Ma tête se redresse brusquement. Marcus ferme l'ordinateur portable avec un clic délibéré. Je connais Preston Baker depuis 15 ans. C'est un promoteur médiocre qui a hérité de l'entreprise de son père et qui se laisse porter depuis. Ses contrats ne sont jamais aussi précieux qu'il le prétend, et ses menaces sont généralement vides. Les 2,3 millions de dollars sont en réalité 1,8 million, et nous le savons tous les deux. Marcus s'assoit en face de moi. Plus important encore, j'ai appelé le sergent Miller ce matin. Il m'a raconté ce qui s'est réellement passé. Il m'a montré les images de la caméra Ring. Le soulagement frappe si fort que je dois agripper les accoudoirs de la chaise. Vous ne me renvoyez pas? Te renvoyer? Marcus rit vraiment, mais il n'y a pas d'humour là-dedans. Oren, tu viens de sauver 2 enfants d'une mort certaine par le froid. Ta sœur a sa place en prison, et ton père a sa place dans la même cellule pour avoir essayé de couvrir l'affaire. Il se penche en avant. Tu as le soutien total du cabinet, peu importe ce dont tu as besoin. Prends un congé payé si tu as besoin de temps pour gérer la bataille juridique. Utilise nos avocats si cela peut t'aider. Mais tu ne perds pas ton emploi pour ça. Quelque chose s'ouvre dans ma poitrine. Pour la première fois en 3 jours, je peux prendre une grande inspiration complète. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas les enterrer. Les yeux de Marcus sont d'acier. Les gens comme ton père pensent que l'argent les rend intouchables. Prouve-lui le contraire. Quand je quitte son bureau 20 minutes plus tard, je pleure dans l'ascenseur. Mais ce ne sont plus des larmes de désespoir. Ce soir-là, je suis à l'hôtel où Declan a établi une résidence temporaire avec Cooper et Piper. C'est un endroit pour séjour prolongé à Lincoln Park, assez proche de mon appartement pour que je puisse y aller à pied, assez proche pour que les enfants ne se sentent pas complètement déracinés. La pièce sent la sauce pour pâtes. Declan est à la kitchenette, remuant une casserole de spaghettis, tandis que Cooper est assis à la petite table, son crayon bougeant soigneusement sur le papier. Tante Oren. Piper s'écrase contre mes jambes, et je la soulève. Elle est chaude, solide et vivante. Et, papillon. Qu'est-ce que tu dessines? Cooper m'apprend les bâtiments. Elle gigote pour descendre et m'entraîne vers la table. Le croquis de Cooper est étonnamment bon. Des lignes nettes, une perspective correcte. C'est mon immeuble, rendu avec un détail minutieux. C'est incroyable, Coupe. Il hausse les épaules, mais ses oreilles deviennent roses. Tu as fait en sorte que ça ait l'air facile quand tu m'as montré tes dessins. Nous dînons ensemble. Un vrai dîner, pas les repas surgelés que je réchauffe habituellement au micro-ondes. Declan a fait du pain à l'ail. Il y a de la salade. Piper me parle d'un papillon qu'elle a vu, même si c'est en janvier et que je suis assez sûr qu'elle l'a imaginé. Cooper reste silencieux mais mange 3 portions. Cela semble normal. Bizarrement, impossiblement normal. Après le dîner, pendant que Declan fait la vaisselle, Piper grimpe sur mes genoux sur le canapé. Tante Oren? Sa voix est petite. Est-ce que tu es fâché contre maman? Chaque réponse que je pourrais donner ressemble à une mine terrestre. Je choisis mes mots avec soin. Je suis triste qu'elle ait fait des choix qui vous ont blessé. Piper hoche la tête contre mon épaule. Elle buvait le jus spécial, celui qui rend sa voix forte. Le vin. Elle veut dire le vin. Je ferme les yeux et la serre plus fort. Cooper apparaît dans l'embrasure de la porte, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Il a été si calme depuis le commissariat, parlant à peine au-dessus d'un murmure. Je pensais qu'on allait mourir dans la neige. Les mots sont plats, factuels, pire que ne le seraient des pleurs. Declan se fige à l'évier, le dos rigide. Je n'arrêtais pas de dire à Piper qu'on irait bien, mais je ne le croyais pas. Il faisait si froid. Et il n'y avait personne. Juste des bâtiments vidés de la neige. Les jointures de Cooper sont blanches autour de son carnet de croquis. Je ne sentais plus mes doigts. Piper a arrêté de pleurer et j'ai pensé. Je traverse la pièce et l'attire dans mes bras. Il a 9 ans et il ne devrait pas savoir ce que ça fait de penser qu'il va mourir. Tu as été si courageux, je chuchote dans ses cheveux. Tu as gardé ta sœur en sécurité. Tu as trouvé de l'aide. Tu as été si courageux. Je ne veux pas être courageux, sa voix se brise. Je veux être un enfant. Plus tard, après que les 2 enfants soient endormis dans la chambre, Declan et moi sommes assis dans la kitchenette sombre.
Il boit du café même s'il est presque minuit. Je bois du thé qui est devenu froid. J'ai été aveugle, dit-il finalement. Elle boit depuis des années, n'est-ce pas? Je pourrais mentir. Protéger Sloan une fois de plus. Mais les mots de Cooper résonnent encore dans ma tête. Je pensais qu'on allait mourir. Oui. Depuis avant la naissance de Piper. La mâchoire de Declan se serre. Tu le savais. Je le savais. Je l'ai couverte. J'ai trouvé des excuses. L'aveu a un goût de cendre. Je pensais que j'aidais. Je pensais que si je la soutenais assez, si je l'aimais assez, elle arrêterait. On ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être réparés. Le silence s'étire entre nous, mais il n'est pas inconfortable. Nous pleurons tous les deux la même chose, la famille que nous pensions avoir. Je demande la garde exclusive demain, dit Declan. Mon téléphone vibre avant que je puisse répondre. Elena Russo, envoyant un SMS à minuit. Sloan a déposé une motion d'urgence pour le retour immédiat des enfants, audience dans 10 jours. Elle prétend que tu as donné la mauvaise adresse au chauffeur par jalousie et que Declan est coupable d'enlèvement parental. Je montre le message à Declan. Son visage devient soigneusement inexpressif, de la façon dont il le fait quand il est furieux. Quel essai, dit-il doucement. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un SMS d'un numéro inconnu, mais je sais qui c'est avant même de le lire. Tu as commencé cette guerre. Nous la finirons. Preston. Je regarde Declan. Il fixe la porte de la chambre, où ses enfants dorment enfin paisiblement pour la première fois depuis des jours. Sommes-nous prêts pour ça? Je demande. Nous protégeons les enfants. Sa voix est stable. Finale. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, le bureau d'Elena sent les vieux livrer le café fort. Nous sommes assis dans des fauteuils en cuir qui coûtent probablement plus cher que mon loyer mensuel, et elle expose son plan de bataille avec la précision d'un chirurgien marquant les points d'incision. Nous ne visons pas le chaos lors de l'audience préliminaire, dit-elle en faisant glisser un bloc-notes jaune sur le bureau. Son écriture est pointue. Anguleuse. Nous tendons un piège. Declan se penche en avant. Mais nous avons l'email. Les images de la caméra rignent. Nous pouvons finir ça maintenant. Les images montrent de la négligence. Peut-être de l'intoxication, rétorque Elena, tapotant son stylo contre le bloc. Mais un bon avocat, et Preston engagera le meilleur, argumentera que c'était un moment d'égarement, pas une intention criminelle. Ils plaideront pour une cure de désintoxication et une thérapie familiale. Vous voulez ça? Non, dis-je instantanément. Alors nous avons besoin qu'elle mente, dit Elena. Si elle témoigne sous serment que tu as accepté de les garder et que nous prouvons qu'elle ment, cela détruit complètement sa crédibilité. Cela prouve qu'elle est manipulatrice et inapte. C'est comme ça que nous obtenons la garde complète, pas seulement temporaire. Elle nous regarde tour à tour. Elle se sentira confiante. Elle va surenchérir. Et quand nous prouverons qu'elle a menti sous serment lors du procès pour la garde, la juge au concours sera impitoyable avec elle. La mâchoire de Declan se serre. Combien de temps devons-nous attendre? 30 jours après l'audience préliminaire. Les tribunaux sont encombrés. Elena referme le bloc-notes d'un coup sec. Pouvez-vous tenir le coup aussi longtemps? Je pense aux mains tremblantes de Cooper, au regard vide de Piper à travers la vitre du commissariat. Je pense au verre de vin de Sloan capturé par la caméra, à la façon dont elle les a poussés dehors dans un blizzard. Quoi qu'il en coûte, dis-je. Lors de l'audience préliminaire, le tribunal des affaires familiales du comté de Cook est tout en boiserie sombre et en éclairage fluorescent, le genre d'espace institutionnel conçu pour vous faire sentir petit. Les bancs de la galerie sont durs, impitoyables. J'ai choisi ma tenue avec soin ce matin, un simple pull gris, pas de bijoux, mes cheveux tirés en arrière. Je veux avoir l'air épuisé, vaincu. Ce n'est pas difficile à feindre. Sloan entre 20 minutes avant l'audience, portant de la laine couleur crème et des perles discrètes. Son maquillage est parfait, son expression soigneusement composée en une dignité blessée. Elle ne me regarde pas alors qu'elle prend place à la table des plaignants. Preston et Lenore revendiquent le premier rang de la galerie comme s'il s'agissait d'une loge à l'opéra. Le costume de Preston coûte probablement plus cher que les mensualités de ma voiture. Le parfum de Lenore m'atteint 3 rangées plus loin, quelque chose de cher et d'écœurant. Quand la juge Patricia Okonkwo entre,
nous nous levons tous. C'est une grande femme noire aux cheveux striés d'argent et au visage de quelqu'un qui a vu tous les mensonges que le système judiciaire a à offrir. Ses yeux balaient la salle d'audience avec l'efficacité de quelqu'un qui n'a aucune patience pour les jeux. Asseyez-vous. Sa voix coupe à travers l'agitation nerveuse. Commençons. L'avocat de Sloan est un associé beau parleur d'un cabinet du centre-ville avec qui Preston joue probablement au golf. Il appelle Sloan à la barre, et elle prête serment la main sur la Bible, sa voix claire et stable. Madame Baker Montgomery, commence l'avocat, pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé dans la nuit du 14 janvier? Sloan tamponne ses yeux avec un mouchoir, bien que je remarque qu'ils sont secs. Je devais partir pour un voyage d'affaires avec mon père. J'avais arrangé pour que ma sœur Oren garde Cooper et Piper. Elle avait accepté de faire du babysitting. Mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Comment avez-vous arrangé cela? Suggère l'avocat. Nous avons parlé au téléphone cet après-midi-là. Elle a dit oui, de les envoyer. La voix de Sloan vacille, parfaitement calibrée. J'ai donné au chauffeur Uber son adresse, 2004 Sense North Clark Street, où Oren vit à Lincoln Park. Je ne sais pas comment les enfants se sont retrouvés dans le quartier sud. Peut-être que le chauffeur a fait une erreur. Peut-être qu'il y a eu confusion. Elena est assise à côté de moi, écrivant sur son bloc-notes. Elle ne s'oppose pas, n'interrompt pas, laisse juste les mensonges s'empiler, comme du petit bois, attendant une allumette. Êtes-vous certaine que votre sœur a accepté de garder les enfants? Demande l'avocat. Absolument certaine. Elle a dit oui au téléphone. Je ne les aurais jamais envoyés autrement. Le mouchoir remonte. Cette fois, Sloan fait vraiment sortir une larme. Pas d'autres questions, votre honneur. La juge au concours regarde Elena. Contre-interrogatoire? Elena se lève lentement. Elle porte un tailleur anthracite qui la fait ressembler à une lame. Juste quelques questions, votre honneur. Elle s'approche de la barre des témoins, et je peux voir les épaules de Sloan se détendre légèrement. Ce sera rapide. Sans douleur. Madame Baker Montgomery, vous avez témoigné que votre sœur a accepté verbalement de faire du babysitting. Est-ce correct? Oui. Et vous avez donné au chauffeur son adresse de Lincoln Park? Oui. 2400 North Clark. Vous êtes certaine qu'elle a accepté? Sous serment, vous témoignez que Oren Baker vous a dit oui? Quelque chose vacille dans les yeux de Sloan. De l'incertitude, peut-être, ou le premier murmure de soupçon, mais elle est engagée maintenant. Elle ne peut pas reculer devant Preston et Lenore, devant la juge. Absolument certaine. Elle a dit oui. Elena hoche la tête lentement, comme si elle acceptait cette réponse. Pas d'autres questions, votre honneur. C'est tout. Pas de mail, pas d'image de la caméra ring, pas de révélation dramatique. L'avocat de Sloan a l'air confus, et je peux voir Preston se pencher en avant, chuchotant quelque chose à Lenore. La juge au concours passe en revue ses notes. Cela semble être une mauvaise communication familiale qui a abouti à une situation dangereuse. Madame Baker, je suis troublé que vous n'ayez pas assuré des arrangements plus clairs pour la sécurité des enfants. Les mots atterrissent comme des pierres. Je me force à ne pas réagir. Cependant, compte tenu des circonstances et du manque de preuves claires, je maintiens le statu quo. Monsieur Montgomery conserve la garde temporaire. Madame Baker Montgomery, on vous accorde des visites supervisées 2 fois par semaine, supervisées par un travailleur social nommé par le tribunal. Le marteau tombe. Affaire suivante. La salle d'audience se vide dans le couloir en marbre, et Sloan est immédiatement entouré par Preston et Lenore. Leurs sourires sont triomphants, vicieux. Preston croise mon regard alors que je passe. Il se met délibérément en travers de mon chemin. Tu aurais dû prendre le chèque, reine. Sa voix est basse, destinée uniquement à moi. La famille gagne toujours. La main de Lenore touche mon bras, sa poigne assez forte pour meurtrir. Ce n'est pas fini, ma chérie, mais tu as déjà perdu. Sloan se donne en spectacle pour un petit groupe de journalistes qui ont, d'une manière ou d'une autre, eu vent de l'audience. Je veux juste récupérer mes bébés, dit-elle, la voix brisée. L'amour d'une mère n'abandonne jamais. Les caméras dévorent tout ça. Je continue de marcher vers le garage, mais pas résonnant dans la cage d'escalier. Declan et Elena suivent silencieusement. Nous ne parlons pas avant d'être à l'intérieur de la voiture d'Elena.
Porte fermée, moteur en marche. Elena ferme son carnet en cuir avec un claquement sec. Elle est officiellement enregistrée maintenant, dit-elle. Chaque mensonge est documenté, horodaté, sous serment. Je fixe le pilier en béton devant nous. Mais nous avons perdu aujourd'hui. Nous l'avons laissé croire qu'elle a gagné. Le sourire d'Elena est froid, prédateur. Maintenant, nous la tenons. Les mains de Declan agrippent le volant. La compréhension se fait jour sur son visage. Elle vient de commettre un parjure. Et dans 30 jours, dit Elena, nous le prouvons. Le pilier en béton devient flou alors que mes yeux se remplissent de larmes. Pas de défaite, mais de quelque chose de plus tranchant, de plus propre. D'espoir. Lors de la deuxième confrontation, la salle d'audience semble plus petite cette fois, plus suffocante. Peut-être est-ce la presse entassée dans la galerie, leurs appareils photo cliquant comme des insectes affamés. Peut-être est-ce la façon dont Preston est assis au premier plan et au centre, son costume gris anthracite pressé assez net pour faire couler le sang, ce même sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Sloan entre en portant de l'ivoire, bien sûr. Ivoire, la couleur de l'innocence, ses cheveux coiffés en vagues douces qui encadrent son visage. Elle serre des mouchoirs dans une main comme des accessoires dans une pièce qu'elle a trop répétée. Les photographes des pages mondaines dévorent ça. Je peux déjà voir le titre. Une mère se bat pour ses enfants. Je lisse mon pull gris uni et essaie de ne pas me sentir petite. La main de Declan trouve la mienne sous la table, juste pour une seconde. Sa paume est stable, chaude. Elena est assise à côté de nous, son mince dossier fermé sur la table devant elle. Elle a l'air presque ennuyée, feuilletant son téléphone pendant que nous attendons l'entrée de la juge au concours. Levez-vous. La salle d'audience se lève dans un bruissement, le visage de la juge au concours est de pierre taillée alors qu'elle prend place, et je me souviens de la façon dont elle m'avait regardé lors de l'audience préliminaire, comme si j'étais négligente, irresponsable. Une femme qui ne pouvait même pas communiquer correctement avec sa propre sœur. Aujourd'hui, cela va changer. Mademoiselle Russo, dit la juge. Vous pouvez appeler votre premier témoin. Elena se lève, et il y a quelque chose de prédateur dans sa façon de bouger. Votre honneur, j'aimerais rappeler Sloan Baker Montgomery à la barre. L'avocat de Sloan s'y oppose, bien sûr, mais la juge le repousse d'un geste. Sloan marche vers la barre des témoins le menton haut, confiante. Elle pense que c'est juste un nettoyage, une formalité avant sa victoire inévitable. L'huissier lui rappelle qu'elle est toujours sous serment depuis son témoignage précédent. Madame Montgomery, commence Elena, sa voix faussement douce. Lors de l'audience préliminaire le mois dernier, vous avez témoigné sous serment sur les événements du 14 janvier, est-ce exact? Oui. La voix de Sloan est stable. Et vous avez déclaré que votre sœur, Oren Baker, a accepté verbalement de garder vos enfants ce soir-là, correct? C'est exact. Sloan jette un coup d'œil au jury, jouant la blessée. Elle a dit oui, et puis elle n'était juste pas là. Et vous avez donné au chauffeur Uber son adresse? 2400 North Clark Street? Bien sûr que je l'ai fait. La confiance de Sloan grandit. Je n'enverrai jamais mes enfants au mauvais endroit. Je suis leur mère. La salle d'audience murmure son approbation. Preston hoche la tête, satisfait. Elena se tourne vers l'écran, montée à côté du banc de la juge. Votre honneur, j'aimerais verser la pièce à conviction à haut dossier. Le projecteur s'allume en bourdonnant. Un email remplit l'écran, et je regarde le visage de Sloan se vider de sa couleur alors qu'elle lit son propre nom sur la ligne du destinataire. De Oren Baker à Sloan Montgomery envoyé, 14 janvier, 15h30 objet, Ray, ce soir je ne serai pas à la maison. Ne les amène pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Accusé de lecture, ouvert le 14 janvier, 15h47. L'horodatage brille comme une accusation. 6 heures avant qu'elle n'envoie ses enfants dans le blizzard. La salle d'audience éclate en murmures. Quelqu'un dans la section presse allait auditivement. Madame Montgomery. La voix d'Elena coupe à travers le bruit. Vous avez ouvert cet email à 15h47. Vous l'avez lu. Et pourtant, vous avez témoigné sous serment que votre sœur avait accepté de faire du babysitting. Quelle déclaration est vraie? La bouche de Sloan s'ouvre. Se ferme. Son avocat est debout, objectant. Mais la juge au concours le fait taire d'un regard qui pourrait geler le feu.
Répondez à la question, Madame Montgomery. J'ai oublié l'email. Je pensais. Vous avez oublié un email que vous avez ouvert 6 heures avant l'incident? Elena n'élève pas la voix. Elle n'en a pas besoin. Un email qui déclarait explicitement, en lettres majuscules, que Mademoiselle Baker ne serait pas à la maison. Les mouchoirs dans la main de Sloan sont maintenant en lambeaux, de petits flocons blancs tombant sur le sol. Passons à la suite, dit Elena. Votre honneur, j'aimerais diffuser la pièce à conviction B. L'écran passe aux images vidéo. Je reconnais l'angle immédiatement, la caméra ring de la porte d'entrée de Sloan et de Clan. L'horodatage indique 17 heures. La Sloan à l'écran n'a rien à voir avec la Sloan à la barre des témoins. Ses cheveux sont en désordre. Son pull en cachemire de travers. Elle tient un verre de vin dans une main. Et quand elle bouge, elle vacille. Pas dramatiquement. Juste assez pour que ça se remarque. Cooper apparaît à ses côtés, portant déjà sa veste. Maman, où sont nos manteaux? Sloan l'ignore. Elle ouvre la porte, le blizzard est visible même à travers la caméra, la neige tombant de côté, et fait sortir les 2 enfants. Piper porte une fine robe en coton au milieu d'un blizzard. La galerie réagit avec une horreur audible. J'entends quelqu'un dire « Oh mon Dieu ». Sloan ne vérifie jamais son téléphone, ne confirme jamais l'adresse avec le chauffeur Uber qui tourne au ralenti sur le trottoir. Elle ferme juste la porte. Verre de vin toujours en main, et la dernière image avant la fin de la séquence est le petit visage de Cooper se tournant vers la maison, confus et effrayé. L'expression de la juge Okonkwo est passée de la pierre à la foudre. Madame Montgomery, dit Elena, et sa voix est assez tranchante pour couper. Étiez-vous intoxiqué lorsque vous avez envoyé vos enfants dans une alerte au blizzard, sans vêtements d'hiver appropriés? J'ai pris un verre. Un verre? Les images vous montrent tenant du vin à 17 heures, des heures avant votre vol prévu. Combien de verres aviez-vous consommé à ce moment-là? L'avocat de Sloan essaie d'objecter à nouveau. La juge le rejette sans détourner le regard de Sloan. Je ne me souviens pas exactement. Vous ne vous souvenez pas? Elena hoche la tête lentement, tout comme vous ne vous souveniez pas de l'email. Mes mains sont serrées si fort que mes ongles coupent mes paumes. La respiration de Declan est devenue superficielle à côté de moi. Votre honneur, continue Elena, j'ai une dernière pièce à conviction. Pièce C. Elle appuie sur lecture sur le fichier audio, et la voix de Preston remplit la salle d'audience, cristalline, inconfondable, considère ça comme un cadeau d'anniversaire anticipé. La voix de ma mère suit, mielleuse et toxique, dis-leur que tu lui as donné la mauvaise adresse. Ces choses arrivent. Preston à nouveau, fais ça, et le chèque est à toi. L'enregistrement continue pendant 30 secondes. 30 secondes de mes parents essayant d'acheter mon silence, de me rendre complice de la mise en danger de leurs propres petits-enfants. Preston est debout, le visage violet. Cet enregistrement est illégal. Elle n'avait pas la permission. Votre conversation a eu lieu dans une salle d'attente de commissariat de police, Monsieur Baker, dit la juge Okonkwo, et sa voix pourrait briser du verre. Il n'y a pas d'attente raisonnable de vie privée dans un bâtiment municipal public. L'enregistrement est admissible. Asseyez-vous. Il s'assoit. La juge se tourne vers Sloan, et je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air si petit à la barre des témoins. Madame Montgomery, vous avez commis un parjure dans ma salle d'audience. Vous avez démontré un modèle de mise en danger imprudente de vos propres enfants. Vous avez montré une volonté de mentir sous serment pour obtenir la garde d'enfants que vous avez failli tuer par négligence. Elle fait une pause, et le silence est assourdissant. Huissier, placez le témoin en détention. Sloan crie vraiment, un gémissement aigu qui résonne sur les murs lambrissés. Son avocat proteste, mais 2 huissiers se dirigent déjà vers la barre des témoins. Votre honneur, s'il vous plaît. Vous serez inculpé de parjure, de mise en danger d'enfants et de conduite imprudente. La juge Okonkwo continue, sa voix coupant à travers les sanglots de Sloan. Vous avez trahi toute confiance placée en vous en tant que mère et en tant qu'officier de cette cour. Les huissiers prennent Sloan par les bras. Son mascara coule maintenant, des traînées noires sur sa robe ivoire. Elle pleure de vraies larmes, le genre qui vient d'une peur authentique plutôt que d'une performance. La presse se déchaîne, les appareils photo clignotent, des voix crient des questions. Preston essaie de se lever, de dire quelque chose, mais le regard noir de la juge Okonkwo le cloue à son siège comme un papillon sur du liège. Quant à la question de la garde,
dit la juge en se tournant vers ses notes, j'accorde la garde légale et physique exclusive à Declan Montgomery, avec effet immédiat. Les droits parentaux de Sloan Montgomery sont résiliés en attendant l'issue de son procès pénal. Elle me regarde, et pour la première fois, il y a quelque chose de presque bienveillant dans son expression. Oren Baker est désignée tutrice d'urgence permanente. M et Madame Preston Baker, vos droits de visite sont suspendus en attendant une évaluation psychologique. Tous les frais de justice, et les frais juridiques de Mademoiselle Baker, sont à la charge de Madame Sloan Montgomery. Le marteau tombe comme un coup de feu. Sloan est emmené menottée, pleurant toujours, sa coiffure parfaite se défaisant. Preston et Lenore restent figés, leur empire de contrôle s'effondrant autour d'eux en temps réel. La presse les assaille, micro tendu en avant, questions se chevauchant dans une cacophonie de scandales. Declan serre Cooper et Piper contre lui. Ils attendaient dans le couloir avec un avocat du tribunal, mais quelqu'un les fait entrer maintenant, et Piper court droit dans les bras de son père. Je pleure. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce ne sont pas des larmes de triomphe, c'est du soulagement. Un soulagement pur, écrasant, que ce soit enfin fini. Elena ferme son dossier avec un claquement silencieux et me fait le plus petit signe de tête. Justice est faite. 3 ans passent comme de l'eau trouvant son niveau. Les arbres le long de Lincoln Park deviennent dorés à nouveau, le 3e automne depuis cette nuit glaciale, et je me tiens dans la foule à Millennium Park en regardant le maire Reyes couper le ruban du jardin Safe Harbor. Le design a remporté l'appel d'offres de la ville. Mon design, celui que j'ai failli sacrifier pour répondre à l'appel de Sloan cette nuit de janvier. Les journalistes se pressent autour du maire, les appareils photo clignotent, mais je regarde les enfants affluer vers les structures de jeu. La pièce maîtresse est une tour d'escalade avec un filet de protection, inspiré des croquis de Cooper à l'hôtel pendant ses premiers jours terribles. Pas un mémorial. Un sanctuaire. Marcus me tape sur l'épaule. Sacré boulot, Baker. Ton nom va être sur une plaque. Je secoue la tête, la gorge serrée. Le travail parle de lui-même. Ce soir-là, je suis dans ma cuisine à couper des légumes pour le dîner du dimanche pendant que Cooper dessine des plans d'élévation à ma table. Il a 12 ans maintenant, tout en membre dégingandé et en concentration sérieuse. Son crayon bouge avec la même précision que j'utilise sur les plans. Tante Oren, comment fais-tu converger les lignes de perspective sans qu'elles aient l'air bancales? Je me penche par-dessus son épaule, guidant le placement de sa règle. Ancre ton point de fuite d'abord. Tout le reste suit. La porte du bas s'ouvre et Piper déboule, de la peinture éclaboussée sur sa blouse de cour d'art. Elle a 9 ans, ce n'est plus l'enfant aux yeux creux du commissariat. Son rire remplit la cuisine alors qu'elle me montre son aquarelle de l'horizon de Chicago. C'est pour ton bureau, annonce-t-elle. Pour que tu te souviennes de nous quand tu es importante. Declan suit, portant les courses pour le dîner. Nous vivons dans un duplex maintenant, des appartements séparés mais des repas partagés, des vies partagées, pas de romance, quelque chose de mieux. Une famille construite sur le choix plutôt que sur le sang. Plus tard, la cérémonie de remise des diplômes du collège de Cooper remplit l'auditorium de parents fiers et de frères et sœurs agités. Je suis assise entre Declan et Marcus, regardant Cooper monter sur scène en tant que major de promotion. Son costume est légèrement trop grand, acheté avec de la place pour grandir, et ses mains tremblent en tenant son discours. La vraie famille, dit-il, la voix se brisant puis se stabilisant, ce sont les gens qui sont là quand vous avez peur. Ses yeux trouvent les miens dans la foule. Je pleure avant de pouvoir m'arrêter, et Declan me serre la main. L'ovation de boutonne à travers l'auditorium. Cooper sourit, embarrassé et fier, et je pense au garçon frissonnant dans la couverture argentée, à quel point nous avons voyagé loin de cette nuit glaciale. Mon entrée de journal cette nuit-là est courte. Je pensais que l'amour signifiait tout accepter. Maintenant je sais que l'amour exige des limites. L'après-midi suivant, Cooper s'affale sur mon canapé, troublé. Mon ami Jake, sa mère continue de lui emprunter de l'argent, genre, son argent d'anniversaire, ses économies de job d'été. Est-ce que c'est normal? Je pose mon café avec précaution. Qu'est-ce que Jake en dit? Il se sent coupable de dire non. C'est sa mère. Le piège familier. Je le reconnais comme mon propre reflet. Tu peux aimer quelqu'un et quand même te protéger, Cooper. Ces deux choses ne sont pas opposées. Il considère cela, puis hoche lentement la tête. La leçon est comprise. Le cycle se brise.
Je n'ai jamais répondu aux lettres de Preston et Lenore. Elles arrivaient mensuellement au début, puis trimestriellement, puis ont cessé. La paix m'a trouvé dans la distance, pas dans la réconciliation. Certaines relations ne guérissent pas, elles se terminent simplement. Les nouvelles de Sloan me parviennent via le réseau d'Elena, remariée au docteur Brandon Wells, un chirurgien du Connecticut, un nouveau bébé Emma, un nouveau départ construit sur des vérités cachées. Jusqu'à ce que le bébé tombe d'une table allongée. Une bosse mineure, une visite de précaution à l'hôpital, une vérification de routine des antécédents. Le drapeau des services de protection de l'enfance est apparu comme un fantôme. Déchéance des droits parentaux. Négligence grave. Illinois 2022. Elena a appelé pour me dire, les parents de Wells ont la garde d'urgence, ils demandent le divorce. Le passé ne reste pas enterré, reine. Je ne ressens rien. Pas de satisfaction, pas de pitié. Juste le vide propre d'un chapitre clos. Le soir de la remise des diplômes de Cooper, nous nous tenons tous les trois sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur Chicago. L'horizon brille de cuivre et d'or, les mêmes couleurs que les feuilles d'automne dans le parc que nous avons construit ensemble. Cooper passe soudainement ses bras autour de moi, assez grand maintenant pour que son menton atteigne mon épaule. Merci de ne pas avoir pris l'argent, chuchote-t-il. Ma poitrine se serre. Merci d'avoir été assez courageux pour dire la vérité. Le bras de deux clans nous entoure tous les deux, solide et sûr. Nous avons construit quelque chose de mieux que ce qui s'est brisé. La ville s'étend en dessous de nous, des millions de lumières commençant à s'allumer alors que l'obscurité tombe. Quelque part dans cette vaste étendue, il y a d'autres familles qui font des choix impossibles, fixant des limites nécessaires, choisissant la sécurité plutôt que le silence. Des rires montent de la rue en contrebas. Piper appelle de l'intérieur, demandant si nous voulons du chocolat chaud. Cooper s'éloigne pour l'aider, et je reste debout avec deux clans, regardant notre famille choisie évoluer dans la lumière chaude de la maison. Cet appartement, cette vie, cette vérité. Mieux que le sang, mieux que les mensonges. Le vent du côté nord porte l'odeur de l'automne et des possibilités. Nous avons construit notre havre de paix, et il tient bon.